Que viennent faire vos ambassadeurs ici? Ah bon? Ah bon? Ah, d'accord. On vous attend. Si vous êtes garçon, on vous a venu au Niger, on vous attend. Alors, Bazoum ne sera pas libéré. Bazoum sera jugé. S'il est reconnu coupable, il sera condamné. Il va purger toute sa peine. Quand il va sortir de prison, la politique, la roue de la politique, là, il va chercher, il ne va pas retrouver. Idiot que vous êtes, mal élevé que vous êtes, voleur que vous êtes, saleté, merde que vous êtes. Vous avez la bouche pour parler sur Bazoum. Et ce qui se passe avec Benjamin Netanyahu, vous avez fait quoi? À part que quelques pays ont pris la décision au sein de l'Union européenne de ne pas reconnaître le gouvernement ou de ne pas reconnaître Benjamin ou de décider ça, ils vont l'arrêter. Est-ce que l'Union européenne a parlé? Ce sont ces pays-là qui ont pris le courage. Je crois qu'il y a l'Espagne avec 4 autres pays. Je crois que ce sont ces 5 pays. D'accord? Après ça, on revient ici. Ça, c'est le premier point sur Bazoum. Je reviens sur le deuxième point. Le deuxième point, c'est Donald Trump. Donald Trump vit dans l'illusion. Donald Trump est perdu. Donald Trump est égaré. Donald Trump il demande un soutien, mais le soutien ne vient pas. Et aujourd'hui, l'Iran, eux, ils appellent ça les cellules dormantes, mais ils peuvent donner les noms qu'ils veulent. Hey! 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 C'est que je craignais. Hey! Subhanallah. Hein? Allah. Ah, regardez. Ça en anglais, c'est écrit. Vous voulez que je dise ça pour vous? Si vous voulez, dites, puis je vais faire pour vous. Oh, je vois pas les messages au niveau de... Oh là là là, non, je veux pas ça. Je veux voir les messages au niveau de choses. Ok, je vois maintenant les messages. D'accord, merci beaucoup. Ok. Ok, regardez bien, ici. Mais j'avais préparé quelque chose pour vous, que je vais vous montrer d'abord, avant qu'on va regarder ça. Je vous avais dit que je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Je vais faire le maximum pour vous montrer ça parce que c'est fondamental. Beaucoup parmi vous, on entend cette guerre entre Israël et l'Iran. C'est comme si on dit la guerre entre la Côte d'Ivoire et puis le Nigeria. Et les Ivoiriens, non, écoutez bien parce que souvent, vous ne cherchez pas à vous informer, pas seulement les Ivoiriens, hein, beaucoup de personnes. On ne cherche pas à s'informer et puis on se jette dedans, brou, et puis on parle blague. Attends, si on vous dit que la Côte d'Ivoire et le Nigeria, et que la Côte d'Ivoire dit, ou du moins le Nigeria dit, la Côte d'Ivoire est une menace pour sa stabilité, pour sa sécurité. Pourquoi? Parce que la guerre du Biafra ayant échoué, Houphouët a accordé l'asile, hein, aux Biafrais qui ont quitté le Nigeria pour venir s'installer en Côte d'Ivoire. Il y a même un quartier à Trècheville, juste... c'est le pont de Gaulle Houphouët. Bon, moi, il y a longtemps, j'ai quitté, je sais plus. À la descente du pont, la Trècheville. Quand vous venez du plateau, je crois que c'est le pont Houphouët, c'est pas de Gaulle. De Gaulle, c'est l'autre côté qui vous amène directement aux entrepôts annexes du port. Et je connais un peu Abidjan quand même si j'ai duré. Alors, quand vous descendez en venant de Félicia, d'accord, en venant de Félicia, vous prenez le premier pont à votre gauche, c'est le pont Houphouët, si je ne me trompe pas. C'est, je crois, 2 ou 3 fois aller-retour. Vous descendez là, vous rentrez à Terrecheville. Quand vous rentrez, vous passez par le pont, il y a un échangeur qui a un petit pont à gauche, vous allez au quartier Biafra. Le quartier Biafra, c'est le quartier que Houphouët a donné aux ressortissants du Nigeria. Et c'est à cause de ça que les Libanais, à l'époque, avaient demandé à Houphouët de lui donner une partie de la forêt du Banco. Houphouët a refusé. Mais Ouattara ne leur donne pas une partie du Banco, mais Ouattara vient de vendre la Côte d'Ivoire aux Libanais.
Ce qui est dangereux, il a des Israéliens. C'est-à-dire que moi, j'ai peur pour la Côte d'Ivoire. Vous n'avez même pas une idée de ce que ceux-là, ils sont en train de faire à ce beau pays. Pendant qu'il accorde l'asile économique aux Libanais, qui sont détenteurs des entreprises, la plupart, la zone industrielle, vous connaissez à Yopougon. C'est le pont où il faut que merci Célestine. Donc, ma chérie Célestine, je connais un peu, non? Le pays. D'accord, c'est le pont. Merci beaucoup. Donc, le pont où quand vous descendez, vous avez la possibilité d'aller à droite, vous rentrez à Trècheville ou vous continuez directement sur Makori. À gauche, vous rentrez directement dans le quartier Biafra que vous pouvez donner à ces gens-là. Mais ce que les gens ne comprennent pas, que Ouattara est en train de faire qui est dangereux. Les Libanais sont ceux qui constituent aujourd'hui, si vous voulez, une grande partie du poumon économique de la Côte d'Ivoire à travers les petites entreprises, boissons, plastiques, autres choses. Ce sont les Libanais. Et c'est à partir de ces entreprises-là que les Libanais financent le Hezbollah au Liban face à Israël. Et Ouattara fait venir les Israéliens en Côte d'Ivoire. Ils sont hébergés, nourris, blanchis, très bien payés avec l'argent des contribuables ivoiriens pour espionner les politiciens. Mais pourquoi les Israéliens ont accepté ce deal que Ouattara, il n'a aucune idée parce qu'il est idiot, il est dépassé par les événements. Merci beaucoup, Valentin. Merci, Valentin. Les gens de YouTube, de ouf, je sais pas, je lis un peu quelques commentaires sur Facebook. Merci beaucoup, Valentin. Merci. Que Dieu te donne longue vie, monsieur Compaoré. Merci infiniment. Ils n'ont qu'à demander à Trump aussi de libérer. Et ça, c'est vrai. Bon, après on fait un direct spécial pour dire au président Bazoum de demander à l'Union européenne, de demander à Trump de libérer Maduro. Quand Trump va libérer Maduro, le président du Venezuela, nous on va libérer peut-être Bazoum. Merci beaucoup mon frère Valentin. Alors, donc Ouattara a un sérieux problème que les Ivoiriens font semblant de ne pas voir venir. On dit c'est le calme avant la tempête. Deux ennemis jurés. D'accord? Deux ennemis jurés. Israël et Liban. Ouattara a les deux réunis en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, à cause de Dieu, écoutez très bien, je vous en prie. Écoutez très bien. Ce que nous allons dire aujourd'hui va au-delà de ce que vous n'avez pas entendu encore. Prenez le temps de bien partager, de vous inscrire, s'il vous plaît. Liketa, tu n'as jamais parlé comme ça. Pourquoi tu prends ton temps? Parce que ce que je vais dire est grave. Ce que je vais dire est grave. Israël est en train d'être dépeuplé. Écoutez très bien. J'ai les preuves avec moi. Israël est en train d'être dépeuplé. En deux termes, les Juifs ou les Israéliens appelés selon votre convenance sont en train de quitter Israël qui n'est plus un pays sûr, malgré les milliards investis dans les systèmes de défense qui n'arrivent plus à fonctionner. Et si vous avez suivi l'actualité telle que moi, les sirènes n'arrivent plus à siffler. Merci Diderot. Les sirènes, parce que avant un impact, ou du moins quand un missile, un projectile, peu importe la nature, drone, tout ce que vous voulez, une fois qu'il traverse l'espace aérien israélien, tout de suite les sirènes sont activées. Mais ça fait 2 jours, les sirènes ne fonctionnent plus. En Israël, les sirènes ne marchent plus. Pourquoi? Parce que il n'y a plus la possibilité d'intercepter efficacement. Ils ont choisi délibérément de laisser la population face aux missiles iraniens. Et ils ont choisi des sites qu'ils privilégient. Tel Aviv est un cimetière ouvert aujourd'hui. Les buildings sont en train de s'écrouler à un rythme inimaginable. On se posait la question, donc l'Iran avait toutes ses armes, et c'est maintenant qu'on comprend. Oui, j'arrive Morgan, c'est maintenant qu'on comprend pourquoi l'Iran a déversé autant de drones pour asphyxier
pour épuiser les systèmes de défense aérienne à tel point qu'il n'y a plus de projectiles pour intercepter. Et maintenant, l'Iran envoie ses missiles les plus criminels au monde et qui sont en train de faire un travail propre. Ils sont en train de nettoyer Jérusalem, Tel Aviv, enfin partout. Les images sont pas jolies, je vous en prie. Je ne peux pas faire passer ça. Allez regarder, s'il vous plaît. C'est encore disponible. Alors, pourquoi la Côte d'Ivoire est une bombe à retardement? Les Juifs, parce que tous les Juifs ont une double ou triple nationalité. Un pays européen, plus l'Amérique, plus Israël. Donc, tous les Juifs, c'est aujourd'hui que j'ai découvert ça. On dit plus de 90% des Juifs, ils ont triple nationalité ou double nationalité. Et beaucoup sont français et américains en même temps. Donc, ce qu'on ne vous a pas dit, mes parents qui sont en France, la France a ouvert les vannes pour recevoir tous les Juifs qui ne veulent plus vivre en Israël. Alors, quand ils vont finir de peupler la France, vers où vous pensez que la France va les orienter? Ou, quand ils verront qu'il n'y a pas suffisamment d'opportunités pour eux en France, quels sont les pays? L'Afrique, aujourd'hui, est le continent d'opportunités. Oh, nous, on n'a même pas encore commencé pour nous. Donc, vers où ils vont s'orienter? On a un président qui a une femme juive. Elle est franco-juive, Dominique. Et si Ouattara a réussi à faire en tirer des éléments du Mossad en Côte d'Ivoire, vous pensez que les Juifs ne vont pas venir s'installer en Côte d'Ivoire? Si, ils vont venir s'installer en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas dans quelques années, dans quelques semaines, quelques mois, ils vont aller en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire sera face à une réalité. Est-ce qu'il faut continuer à héberger le renseignement juif et permettre aux Libanais? Les Libanais ne sont pas bêtes. Les Libanais m'écoutent. Les halal, enfin, ils ont les noms que vous connaissez. Les Libanais m'écoutent. Beaucoup de Libanais me connaissent bien. Ils savent que ce que je dis n'est pas faux. Les Libanais seront des cibles. Comment la Côte d'Ivoire va gérer cette coexistence? Parce qu'à un moment donné, quand tu deviens trop fort et trop puissant, tu ne considères même plus les lois du pays dans lequel tu vis. Tu crois que tu es au-dessus. Et les Ivoiriens vivent ça avec les Libanais, qui ne respectent pas les lois. Moi, j'ai mon petit frère. Je n'ai pas envie de me vanter, mais c'est important, il faut que j'en parle. Quand j'ai eu une petite situation avec ma voiture, au Mali, il n'y avait pas les pièces de rechange, non. J'ai demandé, ça coûte trop cher, tu vois, combien de personnes m'ont acheté? Et ceux qui vendent les pièces de rechange Mercedes ici au Mali ne travaillent qu'avec les entreprises et le gouvernement. Et quand moi j'ai commencé à acheter mes pièces de rechange, ils ont posé la question, l'homme là c'est qui? C'est ce qu'ils ont posé comme question à mon mécanicien. Il dit, c'est mon patron. Il dit, mais nous, on n'a jamais vu un particulier venir acheter des pièces de rechange aussi chères qu'il le fait. C'est quel est son travail? Il dit, ça, c'est pas votre affaire. Donnez-moi, j'ai parti. Et puis, il est venu m'a raconté ça. Et quand j'ai eu d'autres, enfin, malgré que j'ai acheté, il y avait d'autres situations que je ne savais pas. J'appelle mon petit frère, ils font le point. L'argent pour acheter les pièces de rechange, ça vaut le prix d'une voiture ici. J'ai envoyé mon petit frère. Ils ont pas, même en Côte d'Ivoire, il y avait, non, ils n'ont pas ça. Des pièces comme ça, là, ils ne payent pas pour garder. C'est sur commande. Donc, mon petit frère passe la commande en Allemagne, les pièces arrivent, et les Libanais, pour faire le dédouanement de mes pièces de véhicule, les Libanais ont voulu jouer à un double jeu. Ils n'ont pas voulu dédouaner correctement, et puis ils ont été saisis par la douane ivoirienne. Et il y avait, comment vous dire ça, il y a eu une pénalité de 300 000 qu'il fallait payer, puisque les pièces, ce sont des millions, ce qu'ils ont acheté, donc pénalité 300 000. Et les Libanais ne voulaient pas payer. J'ai dit à mon petit frère, il dit, mais quelle est la situation? Il dit, comment ça, ce sont les Libanais, c'est comme ça, ils sont. J'ai dit, ils continuent toujours les mêmes bêtises là. Il dit, bon, maintenant ils ont beaucoup changé parce que là,
on a commencé à les coincer, à les foutre en prison. Et s'ils ne le font pas, je leur ai donné un délai. Ils ne répondent pas, je vais leur envoyer mon huissier tout de suite pour gérer ça. Et les Libanais, quand ils ont entendu le nom d'huissier, ils ont réglé. Mais le problème, pourquoi je vous raconte ça? Parce que les Libanais sont habitués à violer la loi en Côte d'Ivoire, à ne pas respecter la loi en Côte d'Ivoire. Donc imaginez cette cohabitation entre les Libanais et les Israéliens en Côte d'Ivoire. Parce que Israël n'est plus sûr. Ils vont quitter Israël. Ils vont faire la navette entre leur pays d'accueil et Israël, comme le font la plupart des Libanais qui sont et en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Ce sont les deux pays où ils sont beaucoup installés. Nigeria, tout ça, mais c'est plus en Côte d'Ivoire et au Sénégal qu'ils sont installés. Mais là, Ouattara est en train de créer un précédent dangereux. Parce que c'est un gouvernement de corrompus. Ils prennent l'argent des Libanais. On a vu comment Ouattao, qui les repose en paix, Ahmed Bakayoko, qui les repose en paix, quand les deux là vivaient. On savait comment les Libanais se comportaient en Côte d'Ivoire. Et cette guerre va mettre un terme. Peut-être que dans 50 ans, Israël va peut-être se reconstituer. Mais après cette guerre, Israël ne pourra plus jamais lancer une offensive contre l'Iran. Pas avant 50 ans. Et c'est à ça que l'Iran est en train de s'atteler. Je vous ai dit que l'Iran a juré, cette guerre est la dernière, où l'Iran disparaît de la carte, où Israël va regretter. Même maintenant, là où ça devient inquiétant, affaibli, est-ce qu'ils vont sortir l'arme nucléaire contre l'Iran? Est-ce qu'ils vont sortir l'arme nucléaire? Merci à toi, Morgan. Est-ce qu'ils vont sortir l'arme nucléaire contre l'Iran? Vous avez vu, il y a des gens qui disent, ah, il y a l'avion de commandement pour les missiles nucléaires, Trump a fait décoller, jusqu'à sa petite vie de merde pathétique, Trump ne peut jamais imaginer. Trump va jamais. Tu dis que c'est pas une guerre. Là, je voudrais demander, merci à toi, Fidior. Je veux que les gens réfléchissent bien. On dit que c'est pas une guerre. C'est ce que les Américains disent. Mais comment les Américains vont lancer une attaque nucléaire alors que ce n'est pas une guerre? N'allez pas écouter n'importe quoi. N'allez pas vous abreuver avec n'importe quelle information. Posez-vous toujours les bonnes questions. C'est pas une guerre. Trump ne peut pas appuyer sur le bouton atomique tant que le Congrès n'a pas donné son accord. Et le Congrès ne donnera pas son accord. Donc à ce niveau-là, moi je n'ai aucun problème. Si vraiment les institutions marchent aux États-Unis. Parce que si Trump le fait, c'est la fin même des Américains dans le monde. Alors, ici, on dit le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur et le premier ministre israélien, ils sont tous les trois morts. Ils sont morts. D'accord? Je vais vous laisser écouter un peu, mais faut pas que, quand c'est trop doux, souvent, là, on oublie. Permettez-moi de vous montrer. Parce que le plan, je voulais vous montrer la carte. Bon, on va écouter ça et puis je vais vous montrer la carte. La carte, quand j'ai vu la carte aujourd'hui, j'étais dépassé. La carte du Moyen-Orient. Il y a combien de pays entre l'Iran et Israël? Il y a même une mer entre les deux. Alors, d'où vient que l'Iran est une menace pour Israël? C'est la question, je dis, mais attendez, entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, il y a combien de pays? Il y a combien de pays entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria? S'il y a un problème entre la Côte d'Ivoire et le Mali, on peut comprendre, on est voisins. Entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, on est voisins. Mais entre la Côte d'Ivoire et le Bénin, le Nigeria, le petit président provocateur là, Paul Kagame, Rwanda, Burundi, Éthiopie, Égypte. L'Égypte va se lever pour attaquer la Côte d'Ivoire. Mais écoutez, il y a combien de pays entre nous et l'Égypte? Mais c'est la question que je me pose. Vous n'êtes pas géographiquement liés. Mais où est le problème? C'est là que vous vous rendez compte que la mauvaise interprétation
de ce que Dieu a révélé comme sa parole. Et c'est ça que les gens sont en train d'utiliser. Et c'est pourquoi j'ai dit, vous ne pouvez pas utiliser la parole de Dieu dans le mensonge et prétendre gagner cette guerre. C'est pas possible. Dieu ne fera jamais ça. Utiliser sa parole et puis manipuler et puis gagner une guerre. I don't believe. Alors, non. Si c'est ça, là, nous tous on va se poser la question sur l'affaire de Dieu. Sur l'affaire de vérité. Parce que Dieu, il dit, je ne suis pas un Dieu de désordre. Je suis le Dieu de la vérité. Alors, s'il est le Dieu de la vérité, ce que nous croyons et ce que nous assumons, on ne peut pas accepter ce que dit Israël. Parce qu'on va écouter ça, et puis je vais vous montrer la carte Israël et puis Iran. Parce que il faut que vous puissiez voir cette carte et puis vous poser des questions. Mais attendez, il y a combien de pays entre eux? Où est le problème? Pourquoi Israël pense que Iran est une menace? Mais il se réfère toujours sur ce passage biblique. À l'époque, c'était pas la Bible, mais puisque la Bible, c'est une composition de deux entités. Jean-Baptiste, à son arrivée, il a brisé, si vous voulez, attendez. Ok, donnez-moi une seconde. Hein. Il y a une voix qui va crier dans le désert. Les petits musulmans qui ne comprennent pas la parole de Dieu, là, à cause de Dieu, taisez-vous, et puis si vous voulez partez. La voix qui va crier dans le désert, Zacharie, c'était Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il disait? Il faut vous repentir parce que vous êtes tous des menteurs. Il allait dans les synagogues pour dire à ceux qui se proclamaient rabbis, c'est-à-dire les docteurs de la parole révélée dans la Torah. Vous êtes des menteurs, vous êtes des voleurs, vous êtes corrompus. C'est lui qui a été envoyé pour dire aux Juifs, à Israël, vous êtes dans le faux. Et la dernière phrase qu'il a utilisée, celui qui va venir après moi, je ne suis même pas digne de serrer ses lacets. Il parlait du Christ. Donc Jean-Baptiste est le pont entre la Torah et le Christ qui est le commencement de la bonne nouvelle avec la Bible. Mais ceux-là, ils s'inspirent de quoi? Ils s'inspirent de la Torah, mais les circonstances historiques de la Torah, non. Quand Dieu a parlé d'Amalek, le peuple, c'est parce qu'ils avaient fait quelque chose pour offenser Dieu. Mais aujourd'hui, est-ce que l'Iran a fait quelque chose pour offenser Dieu? Quand vous regardez même les Libanais, l'origine des Libanais, nous on connaît. Les Libanais, l'origine, on connaît. La pratique des Libanais, on connaît. Il y a une petite malédiction sur les Libanais. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais c'est lié à un événement que je ne vais pas évoquer ici. Je connais les Libanais, je connais leurs problèmes. Je répète, je connais leurs problèmes. Maintenant, quand Israël saute la Syrie, l'Irak, la Jordanie, Oman, et puis va attaquer l'Iran, soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux un peu. On va écouter ça le temps que je cherche la carte pour vous. Iran has claimed responsibility for a dramatic strike targeting what it describes as the Israeli government leadership compound, a highly secured complex in Jerusalem associated with some of the country's most senior political and national security officials. The development comes amid escalating tensions in the wider regional confrontation involving Iran, Israel, and their respective allies. According to Iranian claims circulating through regional media channels, the strike was in... On va pas les trop... Elle dit que les gardiens de la révolution ont affirmé ce que nous avons tous vu d'ailleurs, qu'ils ont frappé des sites stratégiques à Tel Aviv. Des sites gouvernementaux, notamment, je vous l'ai dit hier et la dernière fois,
le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Parce que là où beaucoup de gens ne se posent pas les questions, demandez-vous, on n'a jamais dit que la présidence israélienne a été frappée. Jamais. Parce qu'on sait que le président israélien n'a aucun pouvoir, c'est un pouvoir honorifique. Le président israélien n'a aucun pouvoir. Le véritable pouvoir se trouve entre les mains du Premier ministre. Beaucoup peuvent penser qu'en Israël, il n'y a pas de président, il y a un président. Le président israélien est bel et bien là. Mais il n'a pas été menacé. Sa résidence n'a pas été frappée. Son bureau n'a pas été frappé. Mais c'est la résidence de Benjamin Netanyahu et le bureau de Benjamin Netanyahu, plus le bureau du Mossad, plus comment on appelle ça, le site des forces armées israéliennes, c'est-à-dire là où se trouve leur truc. Donc, le ministère de la Défense et le ministère de la Sécurité, tous ces bâtiments ont été bel et bien frappés. Je dis bien frappés et copieusement frappés. Maintenant, la question que chacun devrait se poser, pourquoi le gouvernement, le président israélien n'a jamais été inquiété? Vous n'avez jamais entendu depuis le début de ce conflit que le président israélien, son domicile ou son bureau a été frappé, mais pourtant il est bel et bien là. Mais pourquoi c'est Benjamin, le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur, la ministre de la Sécurité? Parce que ce sont les plus grands racistes, ceux qui veulent voir Iran disparaître de la surface de la terre. Le ministre de la Défense est plus criminel que vous ne pouvez l'imaginer. Lui, il n'accorde aucune vie à un être humain en dehors d'Israël. Mais pour que Benjamin réussisse son coup, il a fallu qu'il s'associe, puisqu'il n'avait pas la majorité pour former un gouvernement. Il s'est associé avec eux et les postes qu'ils ont demandés, sécurité, défense, il leur a donné. Pour qu'ils puissent avoir une coalition et former un gouvernement. Parce que s'il n'y avait pas la coalition, il fallait retourner aux urnes. Et s'il retournait aux urnes, il perdait. Donc, il s'est associé avec eux. Leur doctrine, c'est détruire l'Iran de la face de la terre parce que l'Iran est Amalek. Voilà la mauvaise interprétation. Voilà le crime maléfique de ces gens-là. Je peux peut-être commettre un crime aujourd'hui. Et s'ils connaissent vraiment la parole de Dieu, Dieu dit, le Fils ne sera plus condamné pour les actes du Père. Pourquoi ils veulent détruire l'Iran? Donc cette parole de Dieu ne s'applique pas à Israël. Vous voyez un peu comment les gens, vous voyez un peu le déclin. Je répète, Dieu dit. Et pour que cela soit dit et confirmé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Christ l'a dit d'abord. Le Christ l'a dit. Le Christ a dit, il a été clair. Aucun enfant désormais ne payera le prix pour les crimes de son père. Aucun, ça n'arrivera pas. Parce qu'avant, c'était ça. Avant, c'était ça. Mais le Christ est la rupture entre l'Ancien Testament et ce qu'ils vivent aujourd'hui. Mais ils n'ont jamais accepté ça. Jamais. Qui a crucifié le Christ? C'est pas les musulmans, hein. C'est pas Amalek. C'est pas l'Iran qui a crucifié le Christ. Mais c'est eux. C'est eux. Mais alors, posez-vous la question. D'où vient que ceux-là, aujourd'hui, proclament qu'ils sont dans la révélation? Parce que même les Américains qui se proclament chrétiens, la lecture qu'ils ont du christianisme n'est pas la même lecture que les Américains ont du christianisme. Ils ne se reconnaissent pas dans le christianisme. Ils se reconnaissent comme étant des juifs avec la Torah. Le christianisme, c'est pas dans leur langage. Alors moi, je suis étonné que des Américains, au plus haut niveau même du sommet de l'État, s'engagent dans une aberration aussi scandaleuse.
je le répète, le fils ne paiera plus les crimes de son père. Ce n'est pas moi, c'est écrit. Allez-y, prenez puis lisez. Mais pourquoi ils attaquent l'Iran? Mais eux-mêmes là, c'est eux qui ont crucifié le Christ. C'est eux qui l'ont trahi. C'est eux qui ont choisi Barabbas et crucifié celui qui est venu pour leur salut. C'est pas nous. C'est pas l'Iran. C'est pas l'islam. Pourquoi les gens sont malhonnêtes à ce point? Et là, l'Iran a frappé. Et quand l'Iran a frappé, ça fait mal. Parce qu'ils ont dit, le site, c'est la superficie, je ne sais pas, c'est combien de mètres carrés. Ça ne vaut pas kilomètres, mais à l'intérieur même de Tel Aviv, c'est comme un peu chez nous partout. Hein. En Côte d'Ivoire, quand vous allez au plateau, il y a le site ministériel que vous fouillez avec créé à l'époque. Bon, après, vous avez vu les ministères se sont un peu éparpillés avec les tours. Tour A, tour B, je crois tour C, quelque chose comme ça. Vous avez vu les grands tours, les tours ministériels au plateau, non loin de la cathédrale. Mais avant, vers la primature, là, il y avait un grand, c'est là-bas que se trouve maintenant le ministère des Affaires étrangères. Donc, le ministère des Affaires étrangères a pris pratiquement tout le bâtiment. Depuis le temps de, Oufoué a commencé, mais Bédié s'est plus implanté, Babou, tout ça, autre. Je crois qu'avec Ouattara, c'est la même chose. Donc, quand il y a, dans tous les pays, c'est même chez nous ici, hein, il y a la cité ministérielle qui est là au Mali. Donc eux, contrairement à eux, ici, nous on n'a pas de missiles installés autour de notre cité ministérielle parce qu'on ne fait pas parler avec quelqu'un. Donc il va venir attaquer notre cité. Mais en Israël, tous les sites ministériels sont des bunkers. La construction, c'est pas la même brique que vous connaissez. Tout est fait en béton. Là, vous regardez la face visible. Ça, c'est le iceberg. Mais en bas, c'est là se trouve. C'est ça, net pape. Ceux qui sont identifiés tout de suite descendent dans le sous-sol, dans le bunker. Il faut qu'on soit honnête. Je ne demande à personne de me croire. Mais je demande à chacun de faire une recherche. Est-ce que cette guerre, elle en valait la peine? Parce que les données ont changé. L'Iran tient l'économie mondiale à la gorge. Le seul pays qui peut étrangler l'économie mondiale, est-ce que c'est la jalousie d'Israël? Imaginez un instant, si Israël était sur le point, là où se trouve l'Iran, au nom de tout ce qui m'est cher, on allait tous payer. Parce qu'à tout moment, Israël allait fermer le détroit. Alors, continuons d'écouter ça et je vous montre la carte. Intended as a message directed at Israel's political leadership after what Iranian officials describe as weeks of uncertainty surrounding the location and movements of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Iranian statements suggested that intelligence assessments indicated senior leadership activity around the government compound, which they claim led to the decision to launch the strike. As per sources monitoring security developments in Israel, the compound targeted in the reported strike is believed to host several key government offices connected to national decision-making. Facilities in and around this complex are associated with senior members of the Israeli cabinet and security leadership, including offices linked to the prime minister, the defense minister, and other high-ranking officials involved in military and strategic planning. The compound is widely regarded as one of the most sensitive government locations in Israel because of the concentration of decision makers who operate within its administrative buildings and secure meeting facilities. Before we break down what is being reported about the strike, the weapons that Iranian claims say were used, and what this could mean for the ongoing confrontation between Iran and Israel,
Make sure you like the video and subscribe to the channel so you don't miss the latest updates on major geopolitical and military developments shaping the world. OK. As per sources following developments in the region, the strike reportedly involved new hypersonic cluster missiles. OK. On va revenir sur ça. J'espère que vous allez pouvoir suivre ça avec moi. OK, ça c'est d'abord c'est le détroit d'Ormuz qui est là. D'accord? Permettez-moi de vous montrer ça de façon très intelligente. Voilà, ça c'est le détroit qui est là. D'accord? Regardez bien, ça c'est le détroit d'Ormuz qui est là. Là où c'est entouré, là, au niveau de Facebook. Regardez bien. YouTube, vous voyez, c'est le détroit qui est là. OK. Maintenant, c'est ici. Le petit rond bleu que vous voyez, c'est la souveraineté iranienne. C'est là qu'est établie la souveraineté iranienne. Alors, les gens disent, mais si on ferme là-bas, qu'est-ce que ça peut faire? Vous voyez ici, je vais vous montrer les pays et puis vous allez bien comprendre. Les pays qui ont besoin de ce passage-là. Donc, vous voyez encore, le même détroit est là. Permettez-moi une seconde parce qu'il faut que chacun comprenne bien où on va. Alors, l'Arabie Saoudite a besoin de ça. Une seconde. L'Irak a besoin de ça. L'Arabie Saoudite a besoin de passer par là. L'Irak a besoin de passer par là. La Syrie a besoin de passer par là. Les Émirats Arabes Unis ont besoin de passer par là. Oman a besoin de passer par là. Avec les autres pays, je ne vais pas, où sont les autres pays? Alors, pourquoi? Parce que ces pays-là, quand vous regardez en haut, je vous en prie, en haut, ces pays-là, il y a la mer qui rentre. Mais Dieu est tellement bon, Dieu est tellement fort. Regardez. Dieu est fort. On dirait que Dieu a fait exprès quoi. Non, mais comment j'ai regardé ça, je me suis dit, mais attends. Vous voyez, ici, là, tous les bateaux doivent passer ici. Le petit point qui est là. Tout le monde doit passer par là. Vous voyez là, le petit point qui est là, là. Voilà, tout le monde doit passer par là. C'est-à-dire, l'Iran même pourrait mettre même un droit de péage. Vous voyez, chez nous ici, il y a les péages, non? Hein? À nos véhicules, là, quand on arrive, on dit péage, tu payes. L'Iran même aurait pu mettre un droit de péage ici. Alors, tous les bateaux que tu viens de l'Irak, que tu viens de Dubaï, que tu viens de, qu'on appelle ça, de l'Irak, Syrie, Oman, Jordanie, tous ces pays, Koweït, Bahreïn, et tous passent par là. Et tous. Mais curieusement, ce sont les pays qui sont les gros fournisseurs du monde. Donc, l'économie mondiale tient par ce petit bout d'espace maritime iranien. Je crois que c'est 37 km², quelque chose comme ça. Donc, le monde ne dépend que de 37 km². Là où se trouve la souveraineté iranienne. Alors, vous attaquez un pays qui peut étrangler l'économie mondiale. Vous attaquez un pays qui peut mettre en péril l'économie mondiale. Et vous n'êtes pas en mesure de dire à Israël, mais attends Israël, toi tu es au bout là-bas. Il y a la mer entre vous. C'est-à-dire, il n'y a même pas de frontière terrestre. Il n'y a même pas de frontière maritime. L'Iran est loin dans son coin. Et puis Israël, là, mais je regardais, j'étais dépassé. Alors, vous voyez, ça c'est un peu beau. Je vous ai montré le détroit. Permettez-moi de vous montrer maintenant la carte où on peut voir Israël. J'espère bien. Voilà. Regardez bien, j'espère. Oh. Je voulais mettre ici, mais j'ai pas eu le temps de faire ça. Sur la télé, c'était beaucoup mieux. Après, vous allez, après mon direct, mettez carte, d'accord? Carte Israël-Iran. Vous allez voir mieux. Ouais, Israël est quelque part ici. Quelque part au bout. Il y a à peu près 1000 kilomètres entre Israël et l'Iran. Je dis bien 1000 kilomètres à peu près, sinon plus. Il y a la mer entre eux. L'Irak est entre eux. La Syrie est entre eux.
Merci beaucoup à toi pour la... Merci, 35 km, d'accord. Donc, l'Iran, entre l'Iran et Israël, il y a la Syrie, il y a la Jordanie, il y a tous ces pays que vous connaissez, tous ces pays que l'Iran frappe aujourd'hui. Parce que pour toucher, parce que on nous dit pourquoi l'Iran frappe l'Arabie Saoudite, pourquoi l'Iran frappe le Koweït, pourquoi l'Iran frappe Bahreïn. Parce que quand vous regardez l'Iran ici, les États-Unis ne peuvent frapper l'Iran qu'à partir de ces pays côtiers. Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Dubaï, Jordanie, une partie de la Syrie, une partie de l'Irak. Parce que l'Amérique ne fait pas frontière avec l'Iran. L'Amérique est obligée de déployer ses porteurs, ses gros porteurs d'avions, c'est-à-dire ses navires de guerre, pour se rapprocher des côtes iraniennes. C'est-à-dire même la difficulté même se trouve même dans la logistique, même le carburant, le kérosène, pardon, pour les avions. L'Amérique est obligée de faire voler ces gros porteurs de carburant pour charger les avions qui doivent frapper l'Iran. Quand vous regardez la logistique, le déploiement, l'argent, mais vous dites, mais ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi? Parce qu'il faut être honnête. Je ne défends pas l'Iran. Je protège les intérêts de l'Iran. Parce que si on permet ça à l'Iran, demain les idiots vont penser qu'ils peuvent faire la même chose avec nous. Mais vous n'avez qu'à regarder. Et si défendre l'Iran, c'est m'inscrire dans la justice, je demande à Dieu de me donner la force de continuer à défendre l'Iran parce que c'est la justice. Tu quittes ton pays. Mais l'Égypte même aurait même pu intervenir. L'Égypte n'a rien dit. Mais l'Égypte n'a pas été frappée parce que aucune menace n'est venue de l'Égypte. Mais combien de pays Israël est obligé de survoler leur espace aérien avant de venir frapper l'Iran? Combien de pays? Ils ne sont même pas voisins. Si Israël ne viole pas l'espace terrestre, l'espace maritime sera violé. Mais tous ces pays-là se sont tués. Voilà pourquoi l'Iran a frappé. Donc, malgré tout ce qu'on va vous faire croire, posez-vous une seule question légitime qui mérite d'être posée. Comment Israël arrive à décoller de là-bas, là? Combien de pays Israël traverse avant d'aller frapper l'Iran? Donc, ils ne sont même pas dans les mêmes... C'est-à-dire que l'Iran est l'autre côté, Israël est l'autre côté. Ils ne se regardent même pas. Ils n'ont même pas les mêmes... Ils sont même... C'est-à-dire que... Moi, quand j'étais dépassé, j'ai dit, mais attendez, est-ce qu'on sait au moins où on va, là? Il dit, mais ça, c'est quelle guerre, ça? Donc, ça fait plus de 40 ans que l'Amérique asphyxie l'Iran pour les intérêts d'Israël. L'arme atomique ou l'arme nucléaire, tous les pays qui peuvent maîtriser la technologie ont le droit de le faire. Je vous jure que si tous les pays avaient l'arme nucléaire, peut-être que le monde serait un pays vraiment, enfin, le monde serait, pardon, un monde de paix. C'est parce qu'on sait que tu es faible qu'on va te frapper. C'est parce qu'on sait qu'on a l'arme atomique qu'on va te frapper. C'est parce qu'on sait qu'on a l'arme nucléaire qu'on va te frapper. Mais si on sait qu'en venant te frapper, tu peux déclencher ton arsenal nucléaire là, personne ne va te frapper. Moi-même là, je serais heureux de voir que tous les pays au monde possèdent l'arme nucléaire. Pour qu'on arrête de s'insulter, de se menacer et de vouloir imposer une soi-disant démocratie. Vous voyez les bâtards en Europe? Et nous parle de Bazoum. Mais Maduro a été enlevé par les États-Unis. On ne les a pas vus intervenir. Et les Nyamokodés avec leur gueule sale, leurs caleçons percés, des bâtards et tous, c'est eux qui vont nous dire de choses, de libérer Bazoum. Mais ils sont mal élevés, ces gens-là. Donc ce que Israël fait, c'est normal pour vous. Ce que Trump fait, c'est normal pour vous. Alors, on va plus loin. Qu'est-ce que l'Iran a fait? Depuis hier, quand on s'est quitté, yes. Merci beaucoup.
L'Iran, qu'est-ce que l'Iran a fait quand on s'est quitté hier? Mais avant d'aller loin, je voudrais vous faire, j'espère que vous allez... Avec ce qui se passe en ce moment, je vais vous montrer ça. Ça, c'est une image qui m'a surpris. J'espère que vous allez apprécier l'image. Bon alors, ici, on va conclure avec ça. On nous dit que Benjamin Netanyahou a été envoyé en enfer avec son ministre de la Défense et son ministre de l'Intérieur. C'est l'information que nous avions depuis quelques jours, puisque Benjamin Netanyahou ne voit personne et personne ne l'a vu. Soit il est gravement blessé, paralysé, incapable de faire quoi que ce soit, parce que l'arrogance, ils se sont dit que l'Iran allait prendre le temps de pleurer la mort des Khomeini et que l'Iran n'allait pas réagir. Mais ils ont oublié une chose, l'Iran avait mis un code en place. Un code qui allait être déclenché automatiquement. Dès que le guide iranien sera tué, chacun a son ordre. Et c'est ça qui a surpris un peu le monde occidental. Parce qu'ils se sont posé la question, Sam, tu connais, je connais, hein? Sam, faut laisser ça. Donc, le guide iranien avait donné un ordre clair. Dès qu'il sera assassiné par les frappes américaines et israéliennes, chaque compartiment, chaque niveau des gardiens de la révolution, le guide suprême ne dirige pas l'armée en Iran. Je fais la distinction pour que vous compreniez bien. Le guide suprême ne dirige pas l'armée républicaine. Non. Le guide suprême contrôle, dirige les gardiens de la révolution, qui sont plus entraînés, plus nombreux, plus efficaces, plus équipés que l'armée régulière. Alors, ces deux armées, quand la guerre a commencé, ils se sont livrés à jeter des bombes sur des bâtiments administratifs, sur des centres de commandement administratifs. Mais tout ce que les gardiens de la révolution ont comme arsenal, comme usine d'assemblage, de fabrication, comme haute technologie, les missiles, tout est souterrain au minimum entre 200 et 500 mètres sous terre. Et ce que je vous avais dit la dernière fois, j'ai sauvegardé, mais j'ai sauvegardé tellement, je ne sais pas où c'est parti. Ce que je vous avais dit sur la composition souterraine, c'est ça. Je vous ai dit que j'étais assis dans la réflexion, c'est comme si Dieu me montrait. Mais effectivement, quelqu'un est sorti avec, et puis ils ont démontré. C'est là que j'ai dit, waouh, c'est bon quand je laisse guider par le Seigneur. Donc, en bas, c'est une véritable ville souterraine, en bas. Et rien n'est connecté. Mais il y a un seul lieu où tout est centralisé et personne ne va là-bas. Tout le monde ne sait pas ça. C'est-à-dire que même s'il y a 10 000 personnes qui sont sous terre ou 100 000 personnes qui travaillent sous terre, chacun ne travaille que sur son comportement. Mais il y a un seul espace qui permet l'interconnexion et c'est pas tout le monde. C'est au niveau du guide et du guide suprême, du chef suprême des gardiens de la révolution. Et puis, qui d'autre là? Même le président iranien ne sait pas. Les politiques israéliens, les hommes politiques, c'est-à-dire premier ministre, ministre des Affaires étrangères, président, les ministres là, eux, c'est comme ça. C'est-à-dire l'Iran a créé un pays dans un pays. L'Iran, c'est un pays dans un pays. C'est la poupée russe. La poupée russe, quand vous ouvrez la boîte, il y a une autre boîte. Quand vous ouvrez, il y a une autre boîte. Quand vous ouvrez, il y a une autre boîte. Vous ouvrez. C'est comme ça que l'Iran a bâti son arsenal militaire. Et l'armée régulière, l'armée régalienne, l'armée officielle que tout le monde connaît, ce sont les sites qui ont été bombardés par Israël et les États-Unis.
Mais aucun site des gardiens de la révolution n'a été touché. Aucun site d'assemblage, aucun site de fabrication, rien. Ils ont tout en bas et ils n'ont pris. C'est-à-dire, eux, ils sont en bas, là. Si vous voulez, là, effacer la surface de la terre, les 1 million, je crois, 800 km², tuer tout le monde. Mais eux, ils sont en bas. Ils vont continuer la guerre jusqu'à ce que le monde sache qu'il y a une erreur qui a été commise. Et ça, c'est l'ordre qui avait été donné. Et c'est ce qu'ils ont fait. L'ordre qui a été donné, je vous l'ai dit, je le répète, et c'est ce qui a été confirmé par tous mes propos. Et tous les propos des officiels iraniens, tout ce que j'ai dit. Ils ont dit personne ne pouvait arrêter l'ordre. C'est le nouveau guide seul qui pouvait donner d'autres ordres. Et personne, puisque eux, ils ne prennent pas leurs ordres avec ni le président, ni le ministre des Affaires étrangères, mais avec un guide. Et tant qu'il n'y a pas de nouveau guide, eux, ils continuent de frapper. Voilà la réalité en Iran. Voilà la complexité de l'Iran. C'est un pays dans un pays. Ce sont des armées dans des armées. Et aujourd'hui, c'est malheureux. Aux États-Unis, il y a quelqu'un qui a tué, qui a ouvert le feu. Allez-y, regardez après, si vous pouvez. Mais moi, je ne peux pas vous présenter ça parce que c'est pas joli à voir. Alors, donc ici, tout le monde, parce que le fait que Trump ait envoyé son beau-fils, Gérard Kouchner, son envoyé spécial, et que à la dernière minute, Israël a dit que c'était pas possible de les recevoir, tout de suite les Américains ont confirmé que Benjamin Netanyahu a été certainement tué, ou dans l'incapacité, ou il est dans le coma, ou il est sérieusement blessé à tel point qu'il ne peut rien faire. Tout ce que vous allez entendre, le Premier ministre a dit, hey, laissez tomber. Moi, j'aime être devant vous. Hein? Vous appréciez ma présence, j'apprécie votre présence. Benjamin Netanyahu est fou. Il veut toujours se montrer. Retourner dans la guerre des 12 jours. Tous les jours, pratiquement, il sortait. Pour aller regarder les sites où les missiles sont tombés. Il se vantait. On va frapper. On va faire. Mais depuis que les Iraniens disent on a frappé son bunker et puis sa maison, on n'a pas encore vu. Soit il est enterré sous le décombre, on ne peut pas avoir accès à lui, c'est compliqué. Il est en train de mourir par manque d'oxygène sous terre, on ne sait pas. Soit il a été effectivement liquidé. Mais le ministre de la Défense, je sais que lui, son convoi a été pulvérisé. En même temps que les frappes qui ont eu lieu sur le site nucléaire et sur la base des F-35. Il y a eu des frappes simultanées. Et je sais que lui, son convoi a été pulvérisé. On dit tout le monde est mort dans le convoi. Maintenant, les gens veulent savoir s'il était dedans. Maintenant, le ministre de l'Intérieur, que nous appelons le ministre de la Sécurité intérieure, je crois que lui aussi, son bureau a été pulvérisé. Voilà pourquoi. Les trois n'ont pas été frappés simultanément. Benjamin a été frappé. Ensuite, le ministre de la Défense a été frappé et le ministre de la Sécurité aussi a été frappé. Donc, ce sont les trois personnes les plus dangereuses d'Israël. Et nous prions qu'ils soient envoyés en enfer et non dans un repos éternel. Alors, c'est pourquoi il y a un autre élément que je voudrais porter à votre connaissance. Ils ont décidé de bloquer l'aéroport. D'abord, les images sont censurées. Et je voudrais que vous le sachiez. Les images sont censurées. Si vous publiez une image que vous êtes en Israël, ils vont vous arrêter. Les images sont censurées. Ils ne veulent pas que les images sortent. Deuxièmement, ils ont mis un système en place où ils permettent aux gens, les rares avions qui arrivent à atterrir, quand les gens viennent, mais ils refusent que les gens embarquent pour sortir. Il y a déjà eu près de 100 000, ils sont à peu près entre 7 ou 9 millions d'Israéliens, je crois, 7 ou 9 millions. Donc, il y a 100 000 qui sont déjà partis et qui ne sont plus revenus. Les banques israéliennes ont été vidées. Et l'Iran a commencé à cibler toutes les banques. Dans la sous-région, il va frapper toutes les banques. Le détroit est fermé, les gens pensent que c'était un jeu. Il y a 3 destroyers. Vous pouvez voir l'image des destroyers. J'ai voulu présenter les destroyers. Je vais voir.
Je vais vous présenter, avant de faire passer l'élément là, je vais vous montrer l'image des destroyers. Je vais vous montrer ça, les images des destroyers, vous allez voir. Je vais sortir ici. Voilà les destroyers qui sont là. Alors, il y a ces destroyers-là, ce sont les destroyers américains. D'accord? Voilà, l'Iran a frappé 3 aujourd'hui parce que quand l'Iran a dit que le détroit était fermé, Trump a donné l'ordre que un tanker rempli de carburant soit convoyé. Donc, ils ont frappé les 3 destroyers qui convoyaient le tanker. Et puis, ils ont frappé le tanker. Sans oublier, il y a 3 tankers, en fait, quand des tankers, ce sont des bateaux là, qui sont chargés de pétrole. Ils ont frappé 3. Donc, maintenant, parce qu'en fait, je vais vous expliquer quelque chose de très simple pour que vous puissiez comprendre bien. C'est-à-dire que aux États-Unis, le statut du président, pas Donald Trump, l'idiot, non. Le statut d'un président américain, c'est propre comme ça. Le statut d'un président américain, quand il parle, soit il rassure les marchés, soit il panique les marchés. Et quand l'Iran dit le détroit était fermé, les polices d'assurance ont flambé. Forcément, ça se répercutait sur le carburant. Donc Trump, il sort, il dit, nous allons convoyer nous-mêmes les tankers, c'est-à-dire les bateaux chargés de pétrole. Le marché s'est stabilisé. Donc quand le président américain, peu importe qui il est, mais quand tu es président, une fois que tu parles, tu rassures le marché. C'est la même chose en Israël. Et quand on a dit ça, le marché s'est stabilisé et en même temps, les bateaux qui ont cru que c'était vrai se sont amusés. Donc, ils ont frappé les navires chargés de carburant. Imaginez ce que ça présente. Et ensuite, les marchés se sont envolés encore. Donc, ce que Trump a dit, c'était du bluff. Parce que quand tu parles comme ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est fini, les gens ne te croient plus. Et quand tu vas dire désormais, les gens vont même plus croire à ce que tu dis. Et c'est ce qui arrive à Trump. Ils racontent des conneries, et puis après, les gens vont... Donc, les gens commençaient à dire, le discours politique de Trump et la réalité, c'est pas la même chose. Alors, je vais vous montrer ça, une image qui m'a surpris. Je vais rapidement vous amener ça. Voilà, ça c'est un petit truc. Je vais vous montrer ça rapidement. On va écouter ça ensemble. Avec ce qui se passe en ce moment en Iran, regardez bien les Israël, avions. etc. Regardez il y a les beaucoup avions. de juifs israéliens qui savent qu'Israël n'est plus le pays de rêve, tu vois. Et... Regardez bien en bas. Regardez, permettez-moi une seconde. Regardez, ça, ce sont les avions qui étaient stationnés, qui ont été frappés par les missiles iraniens. Ça, c'est à Tel Aviv, hein. Ça, c'est en Israël. C'est pas des images avec intelligence artificielle. Non, non, non. Regardez bien. Quelle est la destination de ces gens pour se rabattre dans un pays plus agréable dont ils ont un contrôle finalement bien plus grand et bien moins dangereux pour eux? Ça s'appelle la France. Et on va passer dans quelques années, rappelez-vous ce que nous dit Soral le prophète, on va passer de 700 000 juifs peut-être à 2 millions de juifs. Et ces juifs qui vont... C'est la guerre la plus... Regardez tous ces avions avec, c'est les avions juifs. L'Iran a détruit tout ça. Est-ce que le monsieur dit, je vous demande de faire beaucoup attention, je vais ramener un peu en arrière ce qu'il disait. Écoutez bien ce qu'il va dire. Avec ce qui se passe en ce moment en Iran, en Israël, etc. Il y a beaucoup de juifs israéliens qui savent qu'Israël n'est plus le pays de rêve, tu vois. Et quelle est la destination de ces gens pour se rabattre dans un pays plus agréable dont ils ont un contrôle finalement bien plus grand et bien moins dangereux pour eux? Ça s'appelle la France. Et on va passer dans quelques années, rappelez-vous ce que nous dit Soral le prophète, on va passer de 700 000 juifs peut-être à 2 millions de juifs. Et ces juifs qui vont... C'est d'ailleurs la plus grande population juive du monde par rapport à un pays. Hein. Et là, pour que ça se passe pas trop mal, il y a deux choses. Il faut que les juifs aient le pouvoir intégral sur la France de façon dictatoriale. C'est-à-dire que tout mec qui se plaint ou qui pète de travers finit en tôle, et c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place. Et deuxièmement, pour qu'ils puissent se maintenir au pouvoir en étant totalement minoritaires et illégitimes, à tous les niveaux, il faut créer une... Vous écoutez ce que le monsieur dit? C'est ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire. Ce serait la même chose. Tout ce qui sera mis
Tout ce qui sera mis en place en France, ils vont faire bis repetita Côte d'Ivoire. Et donner la Côte d'Ivoire aux Juifs, comme Houphouët l'a fait avec les Libanais. Mais Houphouët était beaucoup plus malin, plus intelligent que Ouattara. Qu'est-ce que Ouattara va faire? C'est Dieu seul qui connaît. Donc vous voyez, les Juifs sont en train de fuir. L'aéroport est détruit. Vous regardez, ces images sont insoutenables. Il y a les images, quand vous regardez, il y a les images, quand vous tombez dessus, ils sont en train de retirer des parties humaines entre les deux combres. Souvent, vous voyez des gens, ils sont découpés en deux. La personne est là, vous voyez ses yeux font ça, mais elle est coupée en deux. Il y a des membres là qui sont éparpillés partout, mais elle est là. Les derniers instants de sa vie, vous avez l'impression qu'il vit, puisque les yeux... Il y a des images que vous ne pouvez pas regarder, c'est pas joli à voir. Mais alors que Israël aurait pu vivre en harmonie avec l'Iran, en parfaite harmonie avec l'Iran. Pourquoi pousser l'Iran à une telle extrémité? Et les gens découvrent que tout ce qu'ils se sont dit sur l'Iran, ils ont tout faux. Rien n'était vrai sur l'Iran. En termes de capacité militaire, ils ont présenté l'Iran comme étant un pays faible, incapable. Un pays qu'on peut tout de suite. Mais après, ils se sont rendus compte que, mais attention, l'Iran est plus puissant qu'on ne le croit, plus dangereux qu'on ne le croit, parce que le délai de 48 heures que je vous avais dit hier, aujourd'hui, pratiquement sur tous les réseaux, le délai de 48 heures était visible. Vous avez le choix. Gardez les bases américaines chez vous, on vous frappe. Demandez qu'ils partent, prenez votre souveraineté, on vit en harmonie parfaite. Vous avez le choix. Parce qu'on ne permettra plus que, à partir de vos pays, que l'Amérique se projette pour attaquer l'Iran. C'est un choix. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Mais les gens disent, mais attendez, on a signé des conventions, on a signé des pactes sécuritaires entre nos pays et les Américains. Mais ce qui est rigolo, les gars, je vais vous le dire. Est-ce que vous savez que les Américains, même la Corée du Sud est aujourd'hui victime. Les Américains sont allés prendre leur THAAD et puis Patriote là, les missiles qu'ils avaient là-bas. Corée du Sud là, face à Corée du Nord là. Les Américains sont allés prendre, parce qu'il n'y avait plus de choses. Ils sont allés prendre en Corée du Sud, ils sont allés prendre au Japon. Parce que la fabrication de ces missiles, ça prend du temps. Et même si vous avez tout ce qu'il faut, la Chine refuse de vendre les terres rares. Sans les terres rares, vous ne pouvez pas faire ces missiles. Et la Chine est le seul pays au monde qui détient à 90%, je crois, ou 99%, la production et l'exportation de la terre rare. La Chine est le seul pays au monde. Évidemment, la Russie a ses propres terres rares que la Russie travaille. Donc la Russie n'a pas de problème. Mais les Américains n'en ont pas, ils achètent avec la Chine. Vous savez, c'est ça qui est rigolo quand vous regardez tout ça. L'Union européenne n'a rien. L'Union européenne, c'est comme la vieille femme qui est à la ménopause. Même Sarah, à 90 ans, elle a pu donner naissance grâce à Dieu, parce que c'était la volonté de Dieu. Mais l'Union européenne, là, c'est la vieille femme à la ménopause. Rien de bon ne peut sortir dedans. Période d'ovulation 0. Règle 0. Quand je dis règle, je n'ai pas de menstrues. Pour qu'un enfant vienne, il faut avoir les menstrues. L'Union européenne, ils ont quoi? La France est une terre sèche, une terre vide, une terre aride. Pas seulement la France, mais la plupart de tous les pays européens. Ils n'ont rien. Vous avez besoin de nous et c'est vous qui nous menacez. Vous avez besoin de la Chine et c'est vous qui menacez la Chine. Les gens n'ont pas compris, ces petits idiots, ces égarés pervers, ils n'ont pas compris que le monde a changé. Et que nous sommes en train de changer avec le monde. Et que nous imposons, parce que cette dynamique de l'Iran, s'il y a un pays africain qui rêve encore, et puis reste dans les calculs des années 1960, ça c'est son problème. C'est pourquoi nous demandons aux Ivoiriens, ça là c'est la période de l'âge d'or des Ivoiriens.
C'est la période où la Côte d'Ivoire va vendre son gaz à l'Union européenne, son pétrole transformé ou brut à l'Union européenne. Mais vous avez un président assez idiot, voleur, criminel et assassin qui n'a jamais envisagé ça. Quand nous on parle en termes de projection. Pourquoi dans l'AES, sans me vanter, nos chefs d'État prêtent une oreille attentive quand je parle, à travers les services de renseignement qui sont connectés quand je parle. Mais c'est pas parce que je détiens la vérité, c'est parce que je parle d'une évidence. Et eux, ils réfléchissent, ils approfondissent ce que je dis, et puis ils appliquent. Pourquoi nous sommes aujourd'hui souverains sur nos ressources naturelles? Pourquoi la Côte d'Ivoire n'est pas souveraine sur ses ressources naturelles? Pendant que nous, on parle de 35%, 40%, 55%, la Côte d'Ivoire parle encore de 8% et de 10%. Mais, un pays comme ça va aller où? Mais si la Côte d'Ivoire était déjà dans les 40%, 45%, voire les 55%, pourquoi pas 60%? Parce qu'elle-même, elle est impliquée. Mais la Côte d'Ivoire serait aujourd'hui dans l'Afrique de l'Ouest, puisque nous, on n'a pas commencé encore au Mali. C'est le Niger celui qui a commencé avec l'uranium et puis le pétrole. Le Burkina n'a rien commencé, le Mali n'a rien commencé. Mais la Côte d'Ivoire sera aujourd'hui l'Eldorado, la terre bénite. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire ne l'est pas? Parce que vous n'avez pas de dirigeants capables de comprendre. Vous avez des voleurs et des criminels, des assassins et des malfrats, des manipulateurs et des corrompus, qui vous font croire que tout va bien. Pourquoi le cacao n'a pas été vendu? Parce que le cacao, au lieu d'être vendu, aurait dû être transformé. L'Ukraine fait quoi? Mais le plus grand transformateur de cacao au monde, c'est l'ancien président ukrainien. Et comment il s'appelle? Ou le Chanko, mais quoi, comment il s'appelle, celui que Vladimir a fait, il y a beaucoup de choses, comment il s'appelle, le comédien, là, Zelensky, là, le gars qui a perdu face à Zelensky. Mais il était le numéro 1 de la transformation du cacao en chose, dans tout ce que vous connaissez. Comment la Côte d'Ivoire peut arriver aujourd'hui à ne pas payer les producteurs de cacao, alors que la Côte d'Ivoire est la première puissance exportatrice. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire ne peut pas transformer? Parce que vous avez des dirigeants qui n'ont pas le cran qu'il faut. Ils n'ont pas ce qu'il faut pour se projeter. Le Burkina dit, tout ce que nous allons cultiver, nous allons les transformer chez nous. À part la grande gueule avec son œil tordu et son fils d'adultère, voleur et criminel tous les deux, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la Côte d'Ivoire? Et quand tu dis ça, il y a des bâtards, des Chaka, de Dissa, de Sanogo, qui sortent des Diaby, des Tiarasuba, des idiots qui sortent et puis qui parlent. Alors que tu parles par rapport à leurs propres intérêts. Tu parles pour que ces idiots-là puissent avoir du travail. Ils s'attaquent à vous parce que tout simplement, c'est des analphabètes. La Côte d'Ivoire est une menace pour la Côte d'Ivoire elle-même. Nous, on saura comment contenir la Côte d'Ivoire. Ne vous en faites pas. Si jamais il veut provoquer une crise, on saura comment gérer ça. Mais nous nous plaignons parce que les Ivoiriens méritent mieux que ça. Pour un commerçant, ma soeur Kiki chérie. Les Ivoiriens méritent mieux que ça. Les Ivoiriens méritent mieux que ça. Les Ivoiriens peuvent transformer leur cacao, leur café, leur EVA, leur famille à huile, pour que la Côte d'Ivoire soit le plus grand. Mais pourquoi? En dehors, malgré ça, qu'est-ce qu'on a? Vous croyez que le Koweït, là, c'est combien de millions d'habitants? Quand le Koweït commençait, le Koweït n'avait même pas 1 million d'habitants. Et le Koweït, si vous regardez les citizens koweïtiens, ils ne dépassent même pas les 1 million. Mais aujourd'hui, on parle de 2 millions, ou je sais pas, 1 million, 5, 2 millions. À cause de ceux qui sont venus travailler. Mais c'est l'Eldorado des Américains. Est-ce que c'est compliqué pour que la Côte d'Ivoire comprenne ça? Est-ce que c'est compliqué pour que les Ivoiriens comprennent que Dubaï n'a pas plus de pétrole que la Côte d'Ivoire? Que le Koweït n'a pas plus de gaz que la Côte d'Ivoire? Que le Bahreïn n'a pas plus de pétrole que la Côte d'Ivoire? Mais pourquoi? Parce que vous avez des voleurs à la tête de votre État. Et quand on dit ça, les Nyamougo, des bâtards, de dire ça chacun, ils sautent à la sale gueule, ils n'arrivent même pas à se brosser correctement, ils viennent vous parler. Mais ce que nous disons, c'est dans l'intérêt de ces idiots qui ne le savent pas. Parce que leurs enfants vont vivre dans la... Attendez, pourquoi la Libye était le seul pays au monde où tu n'as pas besoin de travailler, mais tu es payé comme un fonctionnaire. Comment vous dites ça, là? À 1 million. Attends. Le salaire minimal
en Libye, même si tu ne travailles pas, c'est au minimum 500 000 francs CFA, ce qui était dérisoire par rapport à leur monnaie. Les citoyens libyens vivaient mieux que les citoyens européens, que les citoyens américains. C'est pourquoi on a tué Kadhafi. Parce qu'il voulait financer cette banque de développement. Et Ouattara, parce qu'il veut maintenir la Côte d'Ivoire dans la domination de l'Union européenne, dans la domination de la France. Il ne veut rien faire pour aider les Ivoiriens. Un idiot qui est venu, donnez-moi 5 ans. Pourquoi on va attaquer la Côte d'Ivoire? Tu es fou ou bien quoi? Si la Côte d'Ivoire est garçon, demande à tes Ivoiriens de nous attaquer d'abord. Attendez, toi tu n'es pas intelligent, petit. Hein? J'ai pas envie de dire ton nom, mais tu sais ce que tu as écrit. AES. C'est nous, on va attaquer la Côte d'Ivoire. Tu es intelligent, là? Donc, tu crois que chez toi, à la maison, quelqu'un doit se lever comme ça avec sa machette et puis rentrer chez toi, commencer à tuer tout le monde chez toi. Ça te plaît? Pourquoi vous n'êtes pas intelligent quand vous posez les questions? Si la Côte d'Ivoire est garçon, la Côte d'Ivoire n'a qu'à nous attaquer. Je ne vais pas laisser les femmes. Si la Côte d'Ivoire est garçon, parce que c'est un pays, la Côte d'Ivoire n'a qu'à attaquer l'AES. Tu vas voir si on va attaquer ou si on ne va pas attaquer. Au lieu de nous demander pourquoi on n'attaque pas, pourquoi tu ne demandes pas à ton gouvernement de nous attaquer d'abord? Tu sauras si on va oui ou non attaquer. Ouais, le SMIC, merci beaucoup. Le SMIC, le minimum, mais 500 000 francs en Côte d'Ivoire. Je suis désolé, mais ça, c'est, tu deviens quoi, le cadre supérieur, je crois. À partir de 500 000, tu deviens cadre supérieur, et puis où? Mais c'est dangereux. Les Ivoiriens méritent mieux que ça. C'est pourquoi nous encourageons le Niger à produire plus et à transformer plus. Ce que la Côte d'Ivoire est incapable de faire, il faut que le Niger arrive à remplir ce rôle-là. Parce que la Guinée aura besoin du pétrole nigérien. Je parle de la Guinée-Conakry. Le Bénin aura besoin du pétrole nigérien. Le Togo aura besoin du pétrole nigérien. Et je voudrais que le Niger voit grand et puissant. Parce que cette guerre-là, même si ça s'arrête aujourd'hui, les dommages qui ont été causés, il va falloir plusieurs années pour que ces pays du Golfe se mettent en route. J'ai vu quelqu'un avant de commencer qui a dit Dubaï ne se remettra jamais en place avant 2, 3, 4, 5 ans. Mais on ne sait jamais, c'est nous les hommes. S'il y a l'argent, la Chine peut venir tout de suite transformer Dubaï en un temps record. Alors vous voyez, ce qui se passe en Iran, se passe en Arabie Saoudite, se passe à Dubaï, au Bahreïn, tous les pays. Tant que l'Amérique va bombarder nos sites, nos bâtiments, nous allons bombarder chez vous. L'Iran n'a pas un problème pour payer. L'Iran, s'il y a un deal de pétrole tout de suite, vous venez investir 100 milliards de dollars dans la reconstruction. On te donne un équivalent en pétrole. Voilà, mais si tu es idiot, on subit. Idangadé, idiot que tu es chez nous ici pour savoir qu'on subit. On subit quoi? On subit quoi? Il y a beaucoup fallu dangadé que tu es là. Tu es au courant de l'actualité? Aujourd'hui, les Américains sont en train de saigner. Les cellules terroristes viennent de se réveiller, viennent d'être activées aux États-Unis. Vous êtes tellement bête, vous ne regardez qu'on dirait quelqu'un qu'on a plâtré le cou. Tu ne peux même pas tourner à gauche, à droite, tu regardes devant toi seulement. Tu ne sais pas ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui? Hein? Tu sais ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui? Les Américains, ils ont lancé une alerte. La Californie sera frappée, c'est ce qu'ils ont dit. Mais au lieu de la Californie, c'est d'autres pays, c'est d'autres États qui sont frappés aujourd'hui. Les cellules dormantes ont été activées. Vous croyez que le terrorisme, c'est seulement dans l'AES? Tu es tellement bête. Tu réponds, mais c'est perte de temps. Les Américains ont commencé à payer le prix. Et c'est nous que tu regardes. Ce qui s'est passé au Nigeria avant-hier, tu as regardé? Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, tu as regardé? Ce qui s'est passé au Bénin, tu as regardé? Ou parce que quand on dit terroriste, c'est seulement l'AES, idiot que tu es. Alors donc, on continue rapidement. Ce qu'il faut retenir, et ça c'est fondamental, je vais revenir rapidement, pourquoi les données ont changé. Il y a quelque chose d'intéressant ici. Donne-moi une seconde, hein. Je vais vous montrer ça. Permettez-moi, je vais rapidement... Ok, merci.
Écoutez ça, s'il vous plaît. Negotiation happening right now that nobody C'est important que chacun puisse écouter ça. wants to talk about publicly. It is not about nuclear enrichment levels or ballistic missile programs or the status of Iran's underground centrifuge facilities. Those negotiations ended on February 28th when the first bombs fell on Tehran. What is happening now, quietly, through back channels, through intermediaries in Gulf capitals, is a conversation about something far more consequential than any nuclear deal. It is a conversation about whether the United States military is going to leave the Middle East, not temporarily, permanently. Iran's condition for any... Alors, l'Iran a fait une proposition. Pas de cesser de feu, mais d'arrêter le conflit. L'Iran a dit, c'est nous qui allons imposer nos termes. Plus jamais on va vous écouter. L'Iran a imposé 3 conditions. Les Américains vont quitter les pays du Golfe. L'Iran a sa souveraineté de décider ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas. Et le 3e élément, ça c'est ce qui coupe un peu le souffle. Je vais vous laisser écouter. Parce que l'Iran a dicté sa loi. L'Iran a dicté sa volonté. Et l'Iran dit qu'elle n'arrêtera pas. Et Trump a eu... Excusez-moi, il faut que je vous ramène ça ici rapidement d'abord. Trump dit... Parce que Trump a dit quelque chose qui m'a surpris. Trump a dit quelque chose qui... Il a doublé tout le monde. Oh là là, c'est pas vrai. Trump a dit quelque chose qui a doublé tout le monde. Je vais utiliser ça rapidement pour lire avec vous. Trump a dit quelque chose qui, moi, particulièrement, m'a un peu chose, quoi. Oh là là, c'est où, là? Ok, je vais venir ici. Oh, ok. Trump a dit ceci, je viens là. On va rapidement lire ce que Trump a dit. Oh là là, c'est pas vrai. Dans une seconde, je vois. Hein? Oh, ok. Dans une seconde, je vais voir. Oh, s'il y a une chose que j'aime pas trop, c'est ça. Dans une seconde, je vais revenir ici rapidement. Pas, le téléphone est chaud. Dans une seconde, je vais rapidement revenir ici. Parce qu'il faut que... D'accord. Alors, voilà ce que Trump... Guerre en Iran. Donald Trump estime que le conflit est quasiment fini. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? J'ai dit Trump n'a pas honte. Ou bien, c'est pas ce que j'ai dit? J'ai dit Donald Trump n'a pas honte. Il va décider de façon unilatérale. Il va dire que la guerre est finie, alors que la guerre est très loin d'être finie. Voilà ce que dit Trump. Auprès de CBS News, le président américain estime que la guerre en Iran est quasiment finie. Ils n'ont plus de marine, plus de moyens de communication, plus d'armées de l'air, leurs missiles sont éparpillés, leurs drones sont détruits de toutes parts, y compris leurs usines de fabrication. Si vous regardez bien, il ne leur reste plus rien. Militairement parlant, il ne leur reste plus rien. Voilà ce que Trump dit.